Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Plus Bruyant avec Tabibian, avec notre équipe 100% à gauche, cette fois-ci où on a parlé d'Elon Musk et de son rachat de Twitter, mais aussi de Julian Assange. En ce qui concerne la rediff des 2 Best of Live que je vous avais promis, ils auront donc lieu lundi et mardi, puisque il n'y a pas assez de jours dans la semaine et j'étais trop serré. On reprendra les JSPC à partir de mercredi. Bonne vidéo à tous. La piste Montebourg, Premier ministre, sera étudiée par la Macronie. Info, intox. Pour toi, est-ce que c'est crédible? Berlin n'acceptera jamais. Or, Macron, premier voyage qu'il va faire, c'est aller prendre ses ordres c'est aller prendre ses ordres auprès du Reich-Chancelier. Point barre. Donc ça, je n'y crois pas 20 secondes. En plus, Emmanuel Macron est un homme de haine personnelle. Il n'a jamais reparlé à Collomb. Or, Collomb, c'était pas rien. Collomb, c'est un homme qui tient toute la région lyonnaise depuis 25 ans. Rayer ce mec-là d'un trait de plume pour avoir osé prévenir Macron qu'un mouvement périurbain se préparait contre lui. En réalité, Collomb a été le seul homme politique à voir naître les Gilets jaunes. Le seul. Et de l'exécuter pour ça, pour faire rentrer, entre autres, Le Drian qui disait je suis un peu comme Collomb, on est les doyens, on va essayer de driver le petit. Dès que le vieux a été exécuté, tu as remarqué, Le Drian, il bouge pas une oreille. Donc, si tu veux, Macron est un homme de haine personnelle. Demande à Manuel Valls. Manuel Valls qui n'a eu qu'un problème personnel avec Macron, ce qui n'est pas le cas de Montebourg. Entre les deux hommes, il y a eu de la vaisselle cassée. Eh bien, Manuel Valls, si tu veux, se roule par terre depuis des années en espérant avoir ne serait-ce qu'un reste de gamelle, et je peux t'assurer, pour l'instant, il rame encore. Oui, mais il n'a aucune compétence, Manuel Valls, là où éventuellement Arnaud Montebourg... Depuis quand, quand tu cherches la compétence, tu ne cherches pas Jean Castex. C'est vrai, mais là, on était sur un deuxième ministre, il fallait faire oublier le virulent Édouard Philippe. Là, Arnaud Montebourg, pour toi, c'est vraiment une question de haine personnelle. Alors moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais alors, moi, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé là-dessus, c'est Alstom. Je veux dire, c'est Alstom. Alstom. Le gouvernement n'accepte pas, et d'ailleurs aucun gouvernement de quelconque État dans le monde n'accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Aucun État ne l'accepterait. Et voyez-vous, monsieur le député, nous sommes prêts depuis le mois de février. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement? Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que Alstom fabrique les turbines des chaudières nucléaires de EDF. Vous vous rendez compte que si demain Arnaud Montebourg revient aux affaires avec l'ego d'Arnaud Montebourg, je rappelle, on part quand même du type qui a, pendant la campagne de Ségolène Royal, torpillé le conjoint qui devenait président après, François Hollande. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Un type qui a un ego, mais surdimensionné, si demain il devient Premier ministre. Vous savez, le Premier ministre, quand il est Premier ministre, l'heure qui suit, c'est comment je vais devenir président. Le président, c'est qui? C'est celui qu'il a affronté, enfin, sur lequel il a eu, même plus qu'affronté, il y a eu un bras de fer terrible sur la question d'Alstom. Bon, qu'après, Montebourg a un peu scénarisé, mais ça reste sa trajectoire. Néanmoins existé. C'est sa trajectoire, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, il ne va pas nommer Arnaud Montebourg, qui clairement a été son ennemi de long idéologique sur l'affaire Alstom, qui était la grosse affaire du pré-quinquennat de Macron. Il ne va pas le nommer Premier ministre. Enfin, ou alors, je ne comprends plus rien à la vie politique, et vous pouvez ressortir cet extrait. Arnaud Montebourg n'a plus qu'une carte à jouer. Faire interdire la vente grâce à son nouveau décret. Et tout se joue à l'Élysée le 19 juin 2014. Face à lui, le président Hollande, Manuel Valls, Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, et son adjoint, un certain Emmanuel Macron. Donc je fais l'exposé liminaire, j'explique les tenants et les aboutissants, la négociation, ce qu'elle a donné, et ma position. Donc je fais la proposition au président de la République de bloquer la vente. Hollande refuse. Montebourg encaisse. Il sort alors son plan B. Il plaide pour que l'État nationalise ce qu'il restera d'Alstom.
Et là, j'ai une volée de bois vert de Macron qui prend la parole soudain, alors qu'il n'était que l'employé du président, à ce stade, à ce moment-là, et qui dit, mais on n'est quand même pas au Venezuela. Je dis, mais... Et là, je lui réponds, mais tous les pays nationalisent. Hollande le fait taire, et le secrétaire général Jouyet dit, c'est de très bon sens ce que propose le ministre. Il sentait que la tension était quand même palpable, c'est vrai qu'elle était palpable. Alors, après, y a-t-il une responsabilité de M. Macron ? Bah, écoutez, vous êtes nombreux à me questionner sur les responsabilités des uns et des autres. Je sais qu'il y a une responsabilité politique des décisions qu'on prend. Moi, j'ai une responsabilité politique, j'en rends compte ici. Si, dans le cas des différentes procédures ouvertes, on vient me demander mon avis, mon témoignage, je le donnerai volontiers. Je réponds de mes actes. Cela fait partie de l'honneur de la fonction, d'une fonction politique, d'une responsabilité politique. Les syndicats m'interrogent, m'invitent à venir parler, je le fais. Le Sénat me convoque, je défère. Et voilà. Et donc la responsabilité politique de la part d'un ancien ministre, c'est d'accepter de rendre des comptes. La reddition des comptes a été inventée au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le siècle de Périclès, dans la démocratie athénienne. Et vous savez, à l'époque, la reddition des comptes, lorsque dans l'agora, un magistrat avait mal agi, cela pouvait se terminer par la lapidation. Bon, nous n'en sommes heureusement pas là. Hein. Nous avons des commissions d'enquête amicales, ou courtoises, où on répond de nos actes. Donc nous avons bien civilisé la reddition des comptes. Je trouve parfois qu'on devrait un peu la durcir. Hein. Voilà, je ne pourrais pas aller au-delà. Alors, il y a des gens dans le chat qui probablement ou de macronistes, puisqu'on est quand même ce soir 5615. On fait tous les records qui soient possibles d'avoir. Et bon, on a quelques électeurs de passage, des gens peut-être qui ont voté Macron et qui disent la blague. J'essaie d'imaginer la voix. Et depuis quand Emmanuel Macron il reçoit ses ordres de l'Allemagne? Pour des gens qui ne seraient pas au courant, on est vraiment starter pack 0 en complotisme. Si tu veux, il n'y a aucun point sur la fiche de perso, donc juste vraiment pour les gens. Si tu veux, c'est assez simple. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur, évidemment, les projets européens, la question, et même d'ailleurs, c'est passé à un point de soumission hors norme, c'est qu'aujourd'hui, et ça avait été relayé par Asselineau, vu que la presse s'en était émue, qu'on tapait dans le dos de nos diplomates si ils étaient bien notés par le diplomate allemand du pays où ils étaient. Donc, Emmanuel Macron prend ses ordres. D'ailleurs, il en rajoute, alors que je rappelle que le terme de couple franco-allemand n'a même pas de traduction en Allemagne. C'est pas vrai. N'a même pas de traduction dans la presse allemande. Tu me trouveras un politique allemand. Le couple franco-allemand, c'est l'équivalent du discours des valeurs communes que Sarkozy avait fait devant le Congrès des États-Unis. Le discours des valeurs communes n'existe pas pour un Américain avec les Européens. N'existe pas. Ça, c'est pas vrai. Ça n'est pas dans la culture américaine. Et donc, moi, si tu veux, le problème, c'est que moi, la politique comparée, c'est en partie mon métier. Donc, je peux te dire que quand un Américain entend valeur commune avec un Européen, il se demande ce que tu lui dis. Et quand je vais dire, quand des officiels allemands, et j'en ai interrogé un certain nombre, tu leur parles de couple franco-allemand, ben, je vais dire une chose, il te dit, mais c'est depuis, vous les Français, vous avez un problème à vivre avec des concepts à vous, pour vous, mais nous, c'est hors de question. Nous, c'est hors de question. Déjà, premièrement, parce que nous sommes le grossiste de la Chine en Europe. Nous vivons sur une partie du pillage de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Vous regarderez les bilans Target, ça vous fera marrer. Donc, il n'y a pas de couple de quoi que ce soit, il n'y a pas de relation particulière avec ces gens. Et d'ailleurs, je vais te dire, dans le réel pur, les gens, sans doute, je vais te donner un exemple, quelles sont les deux armées avec lesquelles la France a des échanges, alors qu'on nous parle tout le temps du SCAF, etc., de toutes ces conneries dont les boîtes françaises essayent de se sortir à l'image de Dassault Systèmes, quelles sont les deux armées avec lesquelles la France a des rapports quotidiens d'un point de vue militaire, d'un point de vue d'équipement militaire? Un, les États-Unis, et deux, la Grande-Bretagne. Voilà ce que c'est la réalité du terrain. Il sera comment le Macron 2.0 ? Il est bien cette année ? Il sera comment pour les 5 prochaines années ? Il sera plus goûtu, plus âpre, plus rugueux, ou plus doux, plus consensuel, plus moelleux en bouche? Il sera comment? Toi, tu penses qu'il sera foualier, toi?
Moi, je pense que là, le message qu'on lui a envoyé, c'est ce que je vous disais au début de l'émission, c'est je ne pensais pas que vous aviez aimé. Mais puisque vous aimez, eh ben, écoutez, on va aller encore plus vite, d'où le 49.3 annoncé à peine. C'est ça, on le rappelle, Bruno Le Maire n'a pas exclu. Pas Bruno Le Maire. Voilà. Pardon. Enfin, qui n'a pas exclu. On a compris ce que ça veut dire quand même. On a compris ce qu'il veut dire. L'utilisation du 49.3 pour cette malheureuse réforme de la retraite retardée par un pangolin. Donc du coup, mais du coup, le second quinquennat d'Emmanuel Macron, bon déjà, on va voir les élections législatives, on en parlera, mais je pense que ça va être une majorité comme on n'en a pas vu depuis au moins 1993, puisque de mémoire, c'est quand même la meilleure majorité, je crois, de la Ve République. C'est un effondrement du Parti socialiste, c'est spectaculaire. Et encore, il y avait 2 partis là-dessus, parce qu'il y avait l'UDF et le RPR. Là, il y aura un parti politique qui aura, je pense, 400 à 450 députés, mais on y reviendra. Je pense que le deuxième quinquennat de Macron va être, à mon avis, âpre, long, difficile socialement, institutionnellement. Avec un goût LBD en fin de bouche. Je pense qu'on va avoir 2 crises. On va avoir, et qui nous amène à un contexte pré-révolutionnaire. L'énergie. On va avoir une crise sociale à cause du prix de l'énergie, le prix des matières premières. Je veux dire, les œufs qui prennent 15% en 4 mois, normalement, ça a l'air tout le monde. Le blé, ce qui se passe en Ukraine va aussi avoir des retentissements sur ce qui va y avoir les prix en décembre et en janvier, parce que c'est là où on est sur les stocks. Donc, crise sociale et crise économique. Et puis, parce que les chèques de Castex, si vous voulez, à un moment, ça va peut-être finir par s'arrêter. Parce que les chèques, ils en font depuis 3 ans. Là, ça va être le quinquennat du remboursement de la dette Covid, 600 milliards. Covid des 30%. La France pourrait donc mettre des décennies à rembourser cette dette. Dans le détail, ça dit quoi? Eh bien oui, c'est la conclusion d'une étude Euler-Hermès pour retrouver un niveau de dette publique identique à celui de 2019, avant la crise sanitaire. Il faudrait à la France 67 ans, car la facture globale de la crise, du quoi qu'il en coûte, s'élève à 424 milliards d'euros. Et même avec des mesures volontaristes, cette durée de remboursement ne retomberait qu'à 34 ans. 67 ans, c'est donc un calcul théorique, mais c'est le temps qu'il faudrait à la France pour éponger sa dette Covid à raison d'une diminution de cette dette de 6 milliards 300 millions d'euros chaque année. Or, notre dette ne fait qu'augmenter depuis 50 ans. En clair, nos petits-enfants devraient continuer à éponger cette dette eux aussi. Et qui va payer le quoi qu'il en coûte? Il faut le lire, le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte aux jeunes. Quoi qu'il en coûte à ceux qui suivent. Il ne va pas demander à son électorat. Évidemment. On les connaît. Évidemment. Donc, c'est cet électorat-là, c'est l'électorat de Macron. C'est lui qui va être préservé de tout cela. C'est pour lui qu'on fait tout de suite maintenant une retraite à 65 ans. Parce que moi, j'interprète la rapidité sur la retraite à 65 ans parce que précisément derrière, il y a plein de mesures sociales terribles qu'on va faire passer. Donc, on fait tout de suite passer la retraite à 65 ans pour préserver son électorat de vieux et de boomers. Je rappelle, 70% qui ont voté Macron au second tour. Il faut toujours le dire, plus de 65 ans. Et une deuxième crise, qui est une crise institutionnelle, puisque je pense que Emmanuel Macron aura 400 à 450 députés parce que la France insoumise devrait avoir 50 à 70 députés selon mes calculs, et le Rassemblement national ne devrait pas dépasser, alors tout dépend ce qui se passera avec Reconquête, mais 20-30 députés. En face, il n'y a pas d'opposition. Ce qui signifie donc qu'on aura une chambre qui sera une chambre bleue, à 80% composée de députés macronistes. Donc du coup, si vous voulez, mais ce n'est pas l'état de l'opinion. 80% des gens en France ne sont pas macronistes. Donc cette crise sociale se couple à une crise institutionnelle de représentation. Ces 2 éléments-là sont, mais vous pouvez prendre toute l'histoire. En 300 ans, c'est toujours comme ça. J'utilise un mot fort, mais qu'une révolution commence. On va être dans un contexte révolutionnaire, ou en tout cas pré-révolutionnaire. Où se situe l'opportunité de combat politique face à un homme qui va contrôler l'Assemblée, contrôler les partis, régner avec un mélange d'état d'urgence sécuritaire, d'état d'urgence sanitaire et de 49.3, et qui a déclaré déjà que le vote pour lui était un vote d'adhésion idéologique à 100%, et qu'il allait, je le cite, gouverner autrement, et je cite aussi Gabriel Attal, dans une société où les prestations sociales seront soumises au respect de l'autorité. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quoi la place pour la lutte politique, pour la contestation politique, pour les gens qui sont là? Il y a beaucoup de gens qui, là, sont perdus, quoi, qui disent moi le premier, qu'est-ce qu'on fait? Chambre bleue, plus combo interdiction de manif, plus combo 49.3, plus combo républicain, ça n'existe plus. Ça va faire beaucoup. De toute façon, excuse-moi, les républicains, ils ont existé pendant 5 ans, quelqu'un les a vus? Donc d'un côté, ça va être une radicalisation du connu. Non, je dis, c'est pas que je conteste sur les républicains comme force d'opposition, je dis que dilué dans un nouveau groupe macroniste, il porte le parti majoritaire à 400. De toute façon,
si tu veux, Macron, on le connaît. Est-ce qu'on va tomber de notre chaise? Je sais pas. Il est européiste. Je pense que quand Macron va dire plus de droits civiques pour les gilets jaunes, je pense qu'il y a des gens qui vont tomber de leur chaise et qui s'y attendront pas forcément. Justement, ça favorisera la radicalisation. Tant mieux, ça favorisera, tant mieux. Parce que c'est le but à terme. Tant mieux. Or, le problème, si tu veux, je pense que, moi, il y a 2 étages. Parce que le problème, si tu veux, c'est que la stratégie, à ce niveau-là, ça ne sert à rien de pérorer dessus tout seul. Moi, à titre personnel, je pense que nous allons devoir à un moment faire discuter ensemble différentes forces d'opposition nationales pour une seule raison, c'est que nous sommes dans un cas qui m'intéresse beaucoup, qui est ce que Sun Tzu appelle les hommes contre la montagne ou les hommes contre la rivière. C'est-à-dire quand tes troupes sont inférieures en nombre, mets-les dos à la rivière, mets-les dos à la montagne, parce que ne pouvant fuir, elles se battront comme jamais pour survivre. Eh bien, nous sommes les hommes dos à la montagne. C'est déjà pas mal. Parce que tout le reste sera flingué. C'est-à-dire ma gueule vaut mieux que la tienne, etc. L'avantage, c'est que là, ça va flinguer tout le monde. Parce que là, on est face au grand exterminateur de la cause nationale. Tu es très optimiste, Pierre-Yves. Comment ? Je pense que tu es très optimiste. Pas nécessairement. Je pense qu'il y aura beaucoup de gueules cassées. Mais pourquoi pas ? Par contre, il y a 2 choses que les gens peuvent faire. Moi, si tu veux, je suis très attentif au passage de génération. Parce que nous n'avons... Là, heureusement, les jeunes se sont assez bien tenus dans cette élection, les jeunes actifs, mais il va falloir leur donner une incarnation au sein de nos mouvements. Parce qu'il va falloir quand même renouveler une partie du stock idéologique et surtout une partie du stock de personnes. Donc, la formation des cadres. Et deuxièmement, je pense que nous avons devant nous à rassurer la société par rapport à la nation. Parce que l'envie de France, elle existe dans les territoires. Le problème, si tu veux, c'est qu'une partie des gens ne nous voient que d'élection en élection. Et là, comme il n'y aura pas d'élection, ils ne vont pas nous voir du tout. Parce que la plupart des partis nationaux, je vais te dire, le problème, c'est qu'ils se disent, oui, mais imaginons, on donne un territoire à un mec, il gagne, il va falloir gérer avec le mec. Non, non. Ça, c'est par exemple la logique de Le Pen père. C'était pas de chef permanent du front à tel et tel endroit, parce que je ne veux pas une tête qui dépasse. Or, nous avons besoin d'appareils permanents qui s'enquistent dans la société, et nous avons besoin de structures professionnelles, nous avons besoin d'aller vers des organisations pro, nous avons besoin d'aller vers le monde associatif, déjà parce que nous savons que l'ère de la réinformation se heurte au vieillissement des cadres et de leur appareil idéologique, mais 2, se heurte au maintien de la diabolisation due à quoi ? Due à la surreprésentation d'un électorat âgé qui est média-dépendant. Bon, donc, le seul moyen que nous avons, c'est le contact direct avec la population, parce que nous n'avons pas... Alors, on a fait des progrès, il y a des ouvertures dans certains trucs, type CNews ou autres, mais nous n'avons pas de tir de contre-batterie qui puisse contredire aujourd'hui le système directement. Donc, il faut malheureusement aller au contact. Est-ce que les militants de la France Insoumise, du Rassemblement National, qui veulent imposer à Emmanuel Macron une cohabitation au forceps, sont dans le rêve le plus total? Alors, je pense que Mélenchon est sans doute le type de gauche le plus malin qu'on ait eu depuis Mitterrand. Il faut dire, entre-temps, il y a eu Jospin, donc c'est pas non plus... Et il y a eu Flamby, n'oublie pas Flamby. Voilà, mais Mélenchon, moi je le prends pour ce qu'il est, c'est quelqu'un qui a une vision. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un 3e tour. Il n'y a pas seulement un 2e tour. Il y a un 3e tour. Mais je pense que Mélenchon a très bien joué. Pourquoi ? Mélenchon sait, il est trop malin, il sait qu'il n'y aura pas de cohabitation possible. Mais le duel aujourd'hui, et c'est pour ça que Marine Le Pen a eu un discours, je dirais, un peu surprenant au soir du second tour, quasiment un discours de victoire. Oui. Parce qu'en fait, l'enjeu, à partir de 20h01, c'est qui
de la France insoumise, de la gauche radicale ou de la droite radicale sera la première opposition à l'Assemblée nationale. Et toute l'équation de ces législatives, et notamment le désistement éventuel de France insoumise dans certaines circonscriptions vis-à-vis de LREM, pour éviter que le Rassemblement national soit le premier groupe à l'Assemblée, tout est conditionné là-dessus. France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon a parlé, il n'a pas attendu la fin de l'élection présidentielle parce qu'il voulait dire à son camp, ne vous démobilisez pas. Il y a l'élection qui suit, évidemment. Il le sait qu'il ne va pas être Premier ministre. Mais l'enjeu, parce qu'il sait qu'elle est LR, je pense qu'il a fait le même calcul qu'on a fait là, il sait que les LR n'existe plus et c'est le premier groupe aujourd'hui. Donc il se dit, la bataille aujourd'hui, c'est la bataille de l'opposition. Et qui plus est, parce qu'il va y avoir une crise sociale et économique, et qu'il faut, vis-à-vis du RN, qui touche cet électorat, il faut qu'il soit la première opposition. Donc je pense que c'est plutôt habile de sa part. Il a réussi à ramener pas mal de monde derrière lui pour l'instant. Même Montebourg est ressorti comme ça du cercueil. Mélenchon, c'est l'impasse. Vous imaginez l'avenir de la France avec Jean-Luc Mélenchon? Le vote utile, c'est le vote qui tient compte de nos convictions profondes. Vous voulez sortir de l'Europe et vous voulez sortir de l'OTAN, vous votez pour Jean-Luc Mélenchon. Je suis en profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon parce que les théories du complotisme, parce que la complaisance avec le communautarisme, c'est inadmissible. Les Français attendent autre chose que l'amertume de Jean-Luc Mélenchon quant à la dernière élection présidentielle. Et puis c'est un peu étrange de vouloir finalement l'alliance avec les socialistes et de commencer par insulter ceux qui sont supposément ses partenaires. Le projet que porte Jean-Luc Mélenchon, ou que porterait une femme ou un homme de cette sensibilité-là, ne peut pas rassembler une majorité de Français. Puis comment un candidat qui a théorisé depuis plus de 5 ans la fin de la gauche, puis qui, dans les élections locales, a combattu tout le reste de la gauche, pourrait maintenant représenter un quelconque espoir pour la gauche? Quelle ville, quel département, quelle région son mouvement a-t-il gagné avec ce sectarisme? Quelle amélioration concrète de la vie des gens peut-il revendiquer? Aucune. Mélenchon, c'est l'impasse. Je trouve ça extraordinaire. Jean-Luc Mélenchon, il a fait cavalier seul depuis plus d'1 an, pour ne pas dire depuis 5 ans. Il n'a jamais voulu tendre la main à qui que ce soit. Il a construit un projet qu'il n'a voulu commun avec personne. Et maintenant, le voilà qui explique qu'il faudrait faire l'union. L'histoire de dire, bon écoutez, maintenant tout le monde derrière moi, cette histoire-là est une histoire, c'est l'union pour les nuls. A few moments later. Quelques sourires à la sortie d'une très longue soirée. L'alliance législative de la gauche est enfin au complet. Peu après minuit, le Conseil national du Parti socialiste a entériné l'accord avec les Insoumis à plus de 62%. Ils rejoignent la nouvelle Union populaire écologiste et sociale avec un objectif désormais, obtenir une majorité parlementaire. Il peut avoir une cohabitation, mais elle n'est pas là où on l'attend. Oui. Je pense qu'il y a, un des scénarios a été brillamment esquissé par Pierre, donc là, je vais pas y revenir, j'ai rien à rajouter. Il y en a un autre, parce que justement, tu as cette fragmentation électorale, prenons l'hypothèse qu'elle se maintienne aux législatives, ce qui n'est pas dit du tout. Il y a une démobilisation des camps perdants aux législatives. Oui, toujours. La seule chose, c'est peut-on l'évaluer? Parce que le problème avec Macron, c'est qu'il suffit qu'il balance une saloperie et il atténue de lui-même la démobilisation parce que tout pour effacer son sale sourire et sa sale tronche. Et ça, tu vois, qu'il avait pendant le débat. Et ça, c'est unique. Tu vois, même Sarkozy n'avait pas ça. Et y a des gens ne se levaient pas pour effacer Sarkozy. Il y a 2 mois, pardon, je te coupe en une phrase, il y a une particularité unique à cette élection-là, c'est qu'il n'y a pas 1 mois entre la présidentielle et législative, il y a 2 mois. C'est pour ça qu'on parlait que Macron allait potentiellement dissoudre. Ce qui lui aurait fait gagner 15 jours. Alors, oui, mais 15 jours, là où il est, c'est précieux. Donc, voilà. Alors le droit de dissolution, c'est un pouvoir extrêmement puissant du président de la République. En effet, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, qui on le rappelle, est une des chambres du Parlement qui a le pouvoir législatif. C'est quoi la dissolution concrètement? Eh bien, en gros, on va mettre un terme, on va mettre fin de manière prématurée au mandat des députés. Et après, il y aura de nouvelles élections qui vont avoir lieu pour remplacer les députés dont la chambre a été dissoute. Donc c'est un pouvoir propre du président de la République. En effet, il n'a pas besoin d'obtenir la contre-signature du Premier ministre. Il a juste à demander l'avis du Premier ministre et des présidents des différentes chambres, mais rien ne l'oblige d'écouter cet avis, car c'est un avis
consultatif. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Alors le président de la République peut donc prononcer la dissolution de manière assez libre, quand même, quand il le veut. Cependant, la Constitution lui pose quand même quelques limites à cette liberté. Tout d'abord, il ne lui est pas possible de dissoudre l'Assemblée nationale dans l'année qui suit les élections législatives qui ont lieu suite à une première dissolution. Ensuite, il n'est pas possible pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs, en gros. Enfin, il n'est pas possible de dissoudre l'Assemblée nationale pour un président intérimaire. Alors une fois que la dissolution est prononcée par un décret donc, du président de la République, ensuite de nouvelles élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours. Et sous la Ve République, le droit de dissolution est intervenu à plusieurs reprises. De Gaulle l'a utilisé 2 fois, une fois pour se venger d'une motion de censure qui avait été votée contre le gouvernement, l'autre fois c'était pour avoir la confiance du peuple à la suite des événements de mai 68. Mitterrand l'a utilisé également 2 fois pour obtenir une majorité concordante à l'Assemblée nationale. Enfin, Chirac l'a utilisé 1 fois, mais ça a été un véritable échec, puisqu'une majorité de gauche a été réélue. Il y a un autre scénario que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à souligner, qui est l'élection Mitterrand 88. C'est-à-dire, pour les plus jeunes. C'est-à-dire que j'avais 7 ans. Les bases de la Macronie, parce que tous les ralliés vont vouloir se rallier par bloc. Sarkozy avec Solaire, le fameux conseiller LR de Macron, l'homme aux 12 mis en examen. Sarkozy a dit, moi, c'est 60 députés sur un groupe qui n'en fait que 100. Quand on sait que Laurent Wauquiez a calibré son nouveau parti pour 40 députés minimum, on se dit qu'il accepte que 60% du parti se macronise. Or, le problème, c'est qu'évidemment, les LR traîtres vont vouloir rester en bloc, sinon ils savent qu'ils seront bouffés. Même chose pour le retour du PS, même chose pour les hommes de la garde, même chose pour les hommes de Bayrou. Et c'est là où elle est la cohabitation. C'est-à-dire que, tout comme Mitterrand en 88, Macron va avoir une large majorité, mais qui sera faite de marcheurs et de beaucoup et de gamelards. Et trop de gamelles, enfin, trop de chiens, pas assez de gamelles. Et ça, c'est une cohabitation qu'il peut avoir à vivre, qui ne l'empêchera pas, mais qui lui donnera, qui va rendre son gouvernement plus, plus combination, comme on dirait en italien, c'est-à-dire tout le temps à devoir donner des séquelles. En plus, parce que quand tu veux les hommes de Sarko plus les hommes de Jadot, va falloir quand même augmenter les enchères. Encore une fois, je vous le dis, il y a une démobilisation. Vous savez, c'est pour ça que, par exemple, le Rassemblement national a échoué aux élections régionales. Aux élections régionales, il y avait 30% de participation. Or, on ne comprenait pas parce que dans toutes les études d'opinion, le Rassemblement national a été donné gagnant, enfin, pas partout, mais dans plein de régions. Ce qui fait tout, la difficulté, et notamment pour les sondeurs, c'est la participation. Entre les gens qui disent « je vais voter » et les gens qui disent « je vais y aller », il y a un gap. Je vous dis, là, on est sur une élection présidentielle, 70% de participation. Une élection législative, c'est 55%, là, ce sera encore un peu moins, de participation. Les gens qui ont voté Macron au premier tour, au premier et au second tour, le réflexe qu'ils ont, je vous dis, c'est un réflexe monarchiste, c'est de dire on donne les clés à celui qui l'a emporté. Donc, ils se mobilisent, ils se sentent obligés, ils se sentent redevables. Il faut être dans la tête de l'électeur aussi pour comprendre, faire un peu de psychologie. En revanche, il y a un dégoût, et c'est pour ça qu'il faut mobiliser, par exemple, du côté de celui qui a perdu, de celle qui a perdu, du camp de Marine Le Pen. Et même aussi du camp d'Éric Zemmour, j'irais à dire, parce que l'étiquette Reconquête est une étiquette relativement jeune. Autant dans la circonscription où Éric Zemmour se présente, s'il se présente, il fera peut-être un score, mais Reconquête a fait 7%. Moi, je ne pense pas que Reconquête fera plus de 5% au niveau national. Et le Rassemblement national, il y aura un effet de déperdition. Je veux dire, Rassemblement national a fait, j'ai les chiffres en tête, en 2017, 35% pour LREM, 20-22% pour François Fillon, pour Barouin aux élections législatives. Le Rassemblement national qui avait fait 20% chute aux alentours de 12, le Parti socialiste fait 11 et France insoumise fait à peu près, je crois, 10,91, 10 à 11. Vous voyez bien qu'il y a une déperdition incroyable. Et à tel point que je vous dis, ça favorise le camp majoritaire. Attendez, une dernière chose, il y a une inconnue. Alors, il y a une inconnue, ça je suis d'accord, enfin, on en a un petit peu parlé, je crois, mais qui peut faire pencher la balance vers plus ou vers moins de députés pour le Rassemblement national. En fait, le faiseur de roi ici, c'est Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au second tour de l'élection présidentielle, le second tour de l'élection législative, vous savez, les endroits où le Rassemblement national gagne, c'est pas les duels, c'est les triangulaires. Vous savez quel est le deuxième département qui a le plus voté Front aux élections en 2017 ? C'est l'Aisne. Or, dans l'Aisne,
il n'y a de mémoire qu'un seul député Rassemblement National. D'accord ? Même pas. Aucun. D'accord, ok, autant pour moi. Mais je croyais qu'il y en avait un qui était... Ah non, aucun, effectivement. Aucun député. Aucun... C'est ça. Aucun député Rassemblement National. Or, pourtant, vous voyez, il a fait des scores... deuxième département, et je crois que c'est le deuxième département et le seul des deux où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle. Donc tout ça se joue circonscription par circonscription. Et quand il y a des duels, c'est défavorable évidemment au Rassemblement National. Là, on va avoir, et c'est quelque part l'élément positif, je t'ai écouté Pierre-Yves, je crois que tu en parlais dans une autre émission, on va avoir des triangulaires. Et les triangulaires, c'est l'espoir. Parce que les triangulaires, bon, LREM arrive en tête, enfin, le Rassemblement National arrive en tête, après on met, je sais pas, LREM, et en 3, on met LFI, on se dit, bon, il n'y a pas beaucoup de réserves de voix derrière, et c'est bon. Sauf que, quel est l'enjeu de l'élection législative ? Il est nouveau, enfin là, pour le coup, pour Mélenchon, c'est d'être la première opposition. Quel est son premier concurrent ? C'est le RN. Moi, je serais à la place de Mélenchon, je me dirais, quelle est l'utilité des élections législatives ? De l'argent. Vous savez comment ça se calcule, l'argent ? À partir du moment où vous faites plus de 1% dans 50 circonscriptions au premier tour. Donc, j'ai mon argent. Deuxièmement, j'arrive au second tour. Je me dis, bon, je peux gagner tant de députés, mais le RN peut en gagner beaucoup. Qu'est-ce qui vaut plus pour moi ? De dire au candidat LFI, retirez-vous face à l'extrême droite, comme je l'ai dit, sans ambiguïté à la précédente élection présidentielle, ou alors je les laisse y aller, espérer, et puis à tout le moins, peut-être qu'il y aura 2-3 députés surprises, mais quelque part, je ferai élire 20 députés RN de plus. Quel est mon intérêt à moi, Jean-Luc Mélenchon ? D'avoir 80 députés et d'avoir le RN qui a 50 députés, ou d'avoir 70 députés et que le RN n'en ait que 25 ? Mon intérêt, il est tout trouvé. Donc je vais faire en sorte de dire à mes candidats de se retirer. Ça, c'est l'inconnu. Hein. Ça, pour le coup, moi, j'ai pas la prétention de dire tout ce qui va se passer pour ces élections législatives, mais je pense, je sais pas ce que tu en penses, je pense que c'est une inconnue qui va être déterminante. Je veux juste vous rappeler quand même les scores des élections législatives en 2017. C'est 35% au premier tour pour La République En Marche, quand Macron faisait 24%, d'accord ? Donc là, le bloc bourgeois, il va se mobiliser. Donc moi, je pense qu'il fera 40% dès le premier tour, d'accord ? Ensuite, ça se joue circonscription par circonscription. Le deuxième scénario qu'évoquait Pierre-Yves, c'est effectivement une fausse cohabitation, mais une cohabitation quand même, parce qu'on a quelqu'un, en fait, on a Sarkozy. Voilà. Le problème, c'est Sarkozy. Le Sarkozy, pour moi, c'est la solution et le problème. C'est la solution, parce que pour moi, c'est la clarification de toute la trahison de la droite, c'est-à-dire qu'enfin, ces gens-là vont rejoindre le gros bloc de centre-droit et arrêter de trahir comme ils le font depuis des années et des années. Et l'idée qui est avancée par Pierre-Yves, ce serait que, en fait, c'est vrai, tu as avancé 60 députés. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 100 députés LR à l'Assemblée nationale. Ces 100 députés se posent une question depuis 2 semaines, c'est comment je vais sauver ma peau. D'accord ? Sur ces 100 députés, il suffit de regarder ceux qui tapent sur le pouvoir, c'est ceux qui sont du mauvais côté de la liste de Sarkozy. C'est-à-dire ceux qui ne seront pas repêchés. Parce que là, actuellement, ce qu'il y a dans les cartons, je vais vous le dire, c'est que vous avez 50 à 60 députés LR, ou que Sarkozy apporte à Macron, en disant, ces gens-là, tu les prends avec l'étiquette LREM et ils y vont avec l'étiquette LR. Moi, je me charge de paralyser le parti politique. Pas d'exclusion, rien du tout. Vous avez vu, hein, les investitures, rien, là, on n'entend rien parler. Tout est paralysé. Le parti est paralysé, tétanisé, à l'image de Pécresse. Et le reste, effectivement, peu importe. Et là-dessus, il y a un jeu qui arrive assez habilement avec Wauquiez qui se dit, tiens, est-ce que je pourrais pas revenir, etc. Sauf que. Et l'idée, ce serait de dire, si Sarkozy n'est pas d'accord, au fond, Macron n'a peut-être pas assez pour constituer sa majorité. Moi, il y a un truc dans ce calcul-là qui me fait dire que ça ne va pas arriver. C'est le score pour la première fois, première émission, des gens sont pas d'accord, on y est enfin. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, mais c'est du pronostic. Je pense qu'en fait, le score de Pécresse, c'est la révolution de cette élection avec le score de Mélenchon, mais le score de Pécresse que personne ne s'était imaginé aussi bas, et c'est vraiment tant mieux, et elle a fait en dessous de 5%. C'est-à-dire qu'enfin, ce parti politique qui a arnaqué tout le monde, les Français et la droite depuis 40 ans, enfin, le passif se matérialise en numéraire. Et elle paye. Voilà. Elle paye, donc, mais qu'elle arrête de nous faire croire qu'elle a 5 millions de dettes perso alors qu'elle a des assurances électorales et qu'au score qu'on lui prévoyait dans les médias, elle a 1 million max qu'elle doit retirer. C'est le fameux dinosaure, l'appel au don, on l'a tous vu. Bon. Voilà. Il faut se satisfaire des petits bonheurs, si vous voulez, et là, il y en a un au moins. C'est-à-dire qu'enfin, l'escroquerie est terminée. Mais, du coup, je dis, il y a quelque chose qui a changé. C'est que comme Valérie Pécresse a fait 4,5%, vous savez, les LR, ils ont fait 100 députés parce que Barouin a fait une campagne très habile, à son sens, quand il était le chef pour les élections législatives en 2017. Vous savez comment ils ont fait les LR ? Ils ont fait 22%. 2% de plus que le score de Fillon aux élections législatives.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était là, encore, malgré tout, la première opposition, parce que Marine Le Pen avait le Front républicain contre elle. Là, le score de Valérie Pécresse, qui est 4 fois inférieur à celui de François Fillon, fait que, d'après moi, c'est pas compliqué, j'ai regardé toutes les circonscriptions où il y a des députés LR. Les députés qui sont les plus affichés, vous savez, comme les marchands de tapis à la Julien Aubert, 4%. C'est 1,5% de moins que le score de Valérie Pécresse. Il n'y a aucun effet des députés. Rien. Ces gens-là le savent, ils vont perdre. Ils vont perdre leur poste de député. Il n'y aura pas d'effet députation. Moi, c'est ce que j'avais cru en 2017. Moi, en 2017, j'avais fait un pari, je m'en souviens, qui était perdant, comme quoi on apprend de ses erreurs, qui était de dire Macron n'aura pas une majorité solide pour gouverner. C'est sous-estimer le réflexe monarchique de la Ve République. Et ce notre président qui avait déclaré en 2016, la première fois qu'on lui a posé une question sur sa vision de chef de l'État alors qu'il était encore ministre, il a dit « Je pense qu'il manque un roi à la France ». Attendez, juste 2 choses. Il y a 2 choses qui font opiner ce jugement. Il y a le réflexe monarchique et ce qu'on a vu, le bloc bourgeois qui fait front. Eh bien, le bloc bourgeois fera front derrière Emmanuel Macron et pas avec Valérie Pécresse. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'en fait, ça, je pense qu'ils vont en avoir conscience. Et de toute façon, ils n'auront pas les moyens, du coup, même s'ils n'ont pas conscience de leur cohabitation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura 400 à 450 députés LREM. Je pense que des LR vrais dissidents, je vais vous dire. Je pense qu'il n'y en aura même pas 10. Voilà. Même pas 10 qui seront élus sur l'étiquette LR. Il n'y a pas de double appartenance. Il n'y a pas de double appartenance. C'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et Reconquête. On ne peut pas être les Républicains et Horizon. On est les Républicains, un groupe indépendant. La double appartenance n'existe pas. A few moments later. Mais ça veut dire que vous souhaitez vous mettre autour de la table avec le gouvernement, le Premier ministre qui sera nommé, et écrire un programme commun, LR, LREM? Si ce n'est un programme commun, en tout cas un pacte qui nous permettrait ensemble d'imaginer comment apporter des réponses sur des sujets qui aujourd'hui ne sont pas traités. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. LR, c'est simple. Oui. LR, c'est l'électorat le plus âgé de France. Et c'est pour ça que Macron avait besoin d'eux, parce que lui, il a une affection pour les vieux meubles, mais il faut quand même se rendre compte que c'est l'électorat le plus âgé de France depuis déjà Sarkozy. Et donc, c'est un électorat qui est naturellement macroniste, premièrement. Deuxièmement, les illusions sur la sécurité, l'immigration, le drapeau français toujours. Ces gens-là détestent la France profondément. Ils en avaient marre du cadre gaulo-chiracien qui leur était imposé et sur lequel Sarkozy a joué parce que Sarkozy était utilisé et a utilisé les artifices du buissonnisme et autres. Ces gens-là n'en ont rien à faire. Et donc, Macron les appelle par ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la haine de classe. Macron leur dit le mortier de notre mur commun, c'est le sang des prolos. Eh bien ça parle au LR. Point barre. Or, moi, si tu veux, j'ai mis les 2 hypothèses parce que l'honnêteté intellectuelle m'y oblige. Ouais, non, mais je pense que tu as raison. Il y a, sauf dans certains coins où tu as des affaires locales qui peuvent jouer, et maintenir, je pense que c'est par exemple Charles de Courson, voilà, comme ça, et puis je pense que c'est le calcul que fait, tu vois, Wauquiez pour sa propre circo. Oui, sans aucun doute. Mais par contre, tout ça, ça pèsera à terme que dalle. Et puis il y a l'autre question. Wauquiez, dans une rue mal éclairée, tu fais la différence avec Macron, toi? Non. Bah voilà. Si tu vois pas sa mèche flamboyante et son côté Edgar dans le Caméléon, eh ben malheureusement, il est tout aussi macroniste que les autres. Et il a un autre côté Haute-Savoie, peut-être. Il a un autre problème, pardon. Il a un autre problème. Il y a, entre-temps, Wauquiez aurait pu revenir, même avec le score de Pécresse, s'il n'y avait pas eu Éric Zemmour. Maintenant qu'il y a Éric Zemmour, parce que nous, on dit... Moi, je sais qu'Éric Zemmour est à la droite de Marine Le Pen, on le sait tous. Mais pour la majorité des Français, le commun des mortels, c'est un espace de transition, un peu comme aurait pu l'être Dupont-Aignan. Mais si. Mais donc, du coup... La quasi-totalité des gens sont d'accord pour dire qu'Éric Zemmour est beaucoup plus à droite que Marine Le Pen. Non, parce qu'encore une fois, nous sommes dans une bulle. Je n'ai vu que ça à la télé. Regardez à Neuilly, 20% pour Zemmour à Neuilly. Parce qu'il a été très médiatisé, une partie de la bourgeoisie de province l'accepte beaucoup plus, parce qu'il identifie Marine au vote ouvrier et au vote ouvrier droitier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va pas plus loin. Vous êtes en train de dire que pour la majorité des gens, c'est un sas comme l'était l'ancien parti. Non, c'est un sas comme l'était l'ancien parti de Villiers. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est vraiment, je vous promets, nous, on est dans une bulle.
On est vraiment dans ce but. Déjà, je vais vous dire une chose, il faut toujours se dire une chose. Nous parlons politique, là encore plus maintenant, mais de manière générale, nous tous ici, je le sais, et même les gens qui regardent cette vidéo de manière générale, en 1 heure, plus que la majorité des Français en 365 jours. Les Français, ils écoutent Europe 1 5 minutes en mangeant le croissant, vite fait, le matin avec un café, en écoutant à moitié. Vite fait, le soir, ils écoutent les 2 premiers titres aux 20h, et pas tous les soirs. Et c'est pas comme ça qu'on se forge une idée politique, mais pourtant, ils votent. Donc, les ressorts du vote... vous savez, on sacralise trop le vote quand on fait de la politique et quand on pense politique. Les gens votent parfois pour des considérations qui sont purement sociales. Les gens qui ont voté Zemmour au premier tour et qui ne votent pas Marine Le Pen, c'est aussi beaucoup, pardon de le dire, j'avais critiqué la bourgeoisie catholique de droite, Manif pour tous, etc. C'est parce qu'on n'a pas voté comme sa femme de ménage. Voilà, il faut le dire, ça aussi. Donc, ce mépris de classe, il conditionne aussi une part du vote. Et je termine en vous disant une chose qu'on a parlé de Reconquête tout à l'heure, sur ce que tu as dit là. Il y a une particularité, les gens ne le savent peut-être pas, mais vous savez, aux élections législatives, c'est du bidouillage. Hein. Pierre-Yves connaît ça, mais il faut 12,5% des inscrits. Et ça, c'est très, très important. Écoutez bien, 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour. Maintenant qu'il y a Reconquête, parce que Reconquête va y aller. Reconquête, moi, honnêtement, je me mettrais dans la tête d'Éric Zemmour ou de Sarah Knafo. Je me dirais, entre avoir 3-4 députés élus sur des coalitions avec le Front, parce qu'ils ne vont pas leur donner les meilleures circonscriptions, ou n'avoir qu'un député, c'est-à-dire Pelletier, voire 2 avec Marion, mais pouvoir vendre le narratif pour les élections européennes, qui est le suivant, qui est « on a tout fait pour faire la coalition, mais le Front n'a pas voulu », je choisis la deuxième option. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que c'est plus intéressant pour eux. Ils vont affaiblir le Front, en fait, en se présentant. Ils se font passer pour les victimes, ils vont affaiblir le Front. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Reconquête, prenons une circonscription lambda. Par exemple, prenons une circonscription... Enfin, je sais pas, prenons chez moi dans l'Indre. Bon. Mélenchon fait 17%. Enfin, sur le département, ça dépend des circonscriptions, mais 17-20%. Reconquête fait 6-7%. Le RN fait 24%. Et En Marche fait à peu près 20-22%. Il y aura un effet boom En Marche. Vous allez avoir très facilement au second tour En Marche qualifié. Jean-Luc Mélenchon, c'est important, hein. Mélenchon va faire plus que le score qu'il a fait là, parce que là, c'est l'union de la gauche, c'est l'union populaire, on a encore changé. Et je vous ai dit, il faut 12,5% des inscrits pour arriver au second tour. Eh bien, 12,5% d'inscrits en français, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez au moins 20% des voix, des suffrages exprimés généralement, parce qu'il y a 50% de participation à une élection législative, pour se qualifier au second tour. Or, précisément, Reconquête va leur enlever les petits pourcentages dans plein de circonscriptions qu'il leur faut pour se qualifier au second tour. Donc on aura plein de duels LFI, plus que prévu, plein de duels LREM, et c'est ce qui fait que LREM va encore plus facilement avoir des députés, parce que je pense que c'est plus facile de se faire élire contre LFI que contre le RN. Donc vous voyez, cette concurrence, tout dépend de quel bout on la voit. Hein. Elle est avantageuse du côté de Reconquête, mais aussi peut-être... D'abord du côté du RN, on se dirait, mais aussi du côté de Reconquête. Parce que là, maintenant, ce que tout le monde joue, c'est qui est la première opposition. Bah écoutez, merci pour ces précisions. Et merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac J. À vous les studios.